Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, nous sommes à la 80e numéro de notre émission Enquête du mois. Et ce soir, dans cette nouvelle formule, nous allons vous présenter une enquête sur le modèle économique de Djibouti. Vous avez souvent entendu à Djibouti que Djibouti poursuit un rêve pour devenir la prochaine Singapour d'Afrique. Ce rêve est sciemment entretenu par les régimes en place pour faire croire que Djibouti suit une trajectoire qui va ramener les pays vers le développement de Singapour. Alors, nous allons essayer ce soir de séparer les frais du faux. Nous avons également vu plusieurs annonces marketing du port de Djibouti qui se font croire qu'il poursuit le rêve de devenir Singapour. Alors, nous allons essayer de voir ce soir dans notre enquête qu'en est-il réellement de ce que raconte le gouvernement djiboutien et la réalité de la trajectoire du modèle économique de Djibouti. Alors, nous allons voir qu'il ne suffit pas d'avoir un port pour être Singapour, qu'il y a d'autres paramètres à satisfaire pour suivre l'exemple du Singapour. Et ces paramètres, nous allons en parler dans notre enquête. Nous allons également voir quel est réellement le modèle qui poursuit Djibouti et que les autorités n'osent pas le dire. Voici le 80e numéro de notre émission Enquête. Et notre enquête nous ramène sur le modèle de développement de Djibouti. La première question est, y a-t-il un modèle de développement pour Djibouti? Il faut reconnaître que cette question, à elle seule, nécessite un débat national et une enquête à elle. Mais si on regarde une interview qu'a accordé le directeur des ports conteneurs de Djibouti, qu'on appelle SGTT, M. Abdillahi Adawi Sigat, il dit clairement, notre rêve est de devenir un nouveau Singapour. Rien que ça, nous allons voir que dans cette interview accordée au journal Financial Times en mai 2021, résume un peu ce que les autorités djiboutiennes essayent de faire entendre alors que la réalité en est tout autre. Et si on regarde dans cette interview, le modèle de Djibouti serait celui de Singapour. En d'autres termes, l'avenir de Djibouti serait singapourien, ou en tout cas ressemblerait à celui de Singapour. Alors, nous allons essayer dans notre enquête de savoir un peu plus quel est ce modèle de développement de Singapour. 1, 2, 4 dragons d'ici. Alors, le Singapour est une des économies la plus ouverte et la plus orientée vers le monde. C'est une des économies qui a axé son développement sur la nouvelle technologie de pointe. Singapour encourage activement l'investissement par les biais d'un ensemble de mesures d'incitation fiscale et non fiscale. Celles-ci ont pour but, entre autres, d'encourager les entreprises locales à se développer et internationaliser leur production, à investir dans la recherche et le développement et la formation, et à profiter des possibilités des marchés publics. Par cette brève description, on peut comprendre que l'économie de Singapour est portée par la matière grise de sa population. Cette population qui bénéficie d'une des meilleures éducations au monde. Il faut savoir que l'élève singapourien moyen a environ 2 ans d'avance sur ses pairs de l'ODCE en matière d'alphabétisation. Alors, c'est quoi l'ODCE? L'ODCE, c'est une organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation internationale dont sont membres beaucoup de pays dans le monde. Sa mission est de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde. Tous les 3 ans, les programmes internationaux pour le suivi des acquis des élèves, qu'on appelle PISA,
de l'ODCE, mesure la capacité des jeunes de 15 ans à appliquer leurs connaissances dans des situations réelles. C'est un test complexe qui nécessite une réflexion créative et critique. Et depuis sa création en 1997, Singapour a toujours été en tête de ces classements PISA. Par exemple, en mathématiques, Singapour obtient un score de 569, tandis que les pays anglophones comme l'Australie, 491, les Royaumes-Unis, 502, les États-Unis, 478 sont loin en bas de la liste. En Afrique, seuls la Tunisie, l'Algérie et le Maroc participent à ces programmes de tests. Alors, si le modèle de développement économique de Singapour repose sur l'éducation et la formation de sa population, qu'en est-il pour Djibouti qui veut suivre apparemment ce modèle? L'actuel système éducatif de la République de Djibouti est le résultat d'une réforme entreprise en décembre 1999, juste après l'arrivée au pouvoir du président actuel, Ismaïla Omar Guelleh. D'après nos informations, la réalité post-réforme s'est traduite par des chiffres et des statistiques manipulées et publiées à des dates précises comme les entrées scolaires. Par contre, il faut noter qu'il y a une réalité qui n'a pas trop bougé. C'est le budget du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a été minime avant la réforme et qui est toujours resté minime par rapport à d'autres ministères. La preuve que l'éducation et la formation ne sont pas la priorité du gouvernement djiboutien. Lors de la réforme, le gouvernement a privilégié la masse des élèves que la qualité de l'éducation. L'intérêt tant pédagogique que technique que représentait l'existence de l'enseignement supérieur et la recherche a été complètement ignoré par la réforme, à l'exception de la création d'une seule université qui dépend entièrement des universités en France. Il faut également noter que cette réforme a accéléré les inégalités entre les écoles situées dans les centres urbains, mieux dotés en matériel et en personnel que les autres qui se trouvent en vitesse état, surtout celles des banlieues ou dans la région. Ce qui crée ou maintient la différence des statuts sociaux des élèves et de leurs familles. Mais pour cacher cette réalité, le gouvernement a imposé le port de l'uniforme scolaire dont le fardeau du financement a été mis sur le dos des parents. Si on essaie de voir d'autres éléments de comparaison entre le Singapour et Djibouti, il y a l'accès à Internet. Il suffit de voir ces graphes faits par le site statista.com pour voir que le Singapour se situe en haut du classement mondial, devant la Suède, le Danemark ou Norvège, avec un débit de 60 mégas par seconde. Et de l'autre côté, il faut voir, c'est que Internet représente Djibouti, alors que Djibouti a sur son territoire 8 câbles internationaux. Alors, si on regarde de plus près la situation de Djibouti, il suffit de voir les données mondiales sur la télécommunication à Djibouti. Et c'est bien noté que, comparé à l'Union européenne, Djibouti est en retard dans le développement des télécommunications. Il faut également ajouter qu'avec une vitesse de téléchargement de 8,7 mégabytes par seconde en moyenne, Djibouti s'est classé à la 159e dans une comparaison internationale. On peut imaginer la différence pour l'accès à la connaissance et surtout pour la nouvelle technologie. Si on ajoute ces comparaisons avec l'accès à l'électricité, il faut juste voir que l'accès à l'électricité de Singapour dépasse largement le 90%, alors qu'à Djibouti, il tourne aux alentours de 60. Et de l'autre, si on regarde un peu les graphes des banques mondiales, le Singapour, depuis 1996, est en nette augmentation, alors que si on regarde les graphes du Djibouti, Djibouti se trouve au même niveau entre 1996, un peu moins, où elle était à 62%. En 2020, elle était à 61,8%. En gros, ça n'a pas bougé si ça n'a pas diminué. La preuve que l'accès à l'électricité à Djibouti n'est pas non plus une des priorités du gouvernement djiboutien. À la lumière de ces comparaisons, Djibouti ne suit pas les schémas de développement de Singapour, et encore moins à son modèle. Il ne suffit pas juste d'avoir un port pour se comparer à Singapour. Il faut respecter les autres
paramètres qui sont essentiels pour le développement d'un pays. Et l'éducation, l'accès à Internet, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, ce sont des paramètres essentiels pour voir si un pays va dans le bon sens d'un développement axé sur la connaissance de sa population. Alors, si Djibouti ne poursuit pas les modèles de développement de Singapour, quel modèle Djibouti poursuit-il, malgré les annonces des responsables économiques ou politiques du pays? Et en réalité, il ne faut pas être un expert pour comprendre, un expert en économie pour comprendre que le modèle économique de Djibouti est axé sur la rente, comme celui du Qatar. Alors, c'est quoi le modèle économique du Qatar? C'est un modèle de rente couplé d'un modèle d'exploitation des main-d'œuvre étrangers. Certains journalistes n'hésitent pas à dire que la richesse du Qatar vient plus de l'exploitation de ces travailleurs étrangers que le gaz ou le pétrole, c'est peu dire. Ces modèles peuvent fonctionner à deux conditions. Le modèle du Qatar, que la population dite native soit peu nombreuse et qu'il y a une grande richesse. Au Qatar, par exemple, c'était le gaz, qui peut garantir les investissements et attirer les main-d'œuvre étrangers. Selon les statistiques, la population du Qatar serait de 2,8 millions d'habitants, dont 88,4% des expatriés et 11,6% des natifs, ce qui indique le pourcentage très faible de Qataris. En plus, au Qatar, il y a des règles très strictes sur l'accession à la nationalité. Ce n'est pas le cas de Djibouti. La population du Qatar serait également presque la moitié de celle de Djibouti, la population native. De l'autre côté, il n'y a pas de gaz ni de pétrole pour amorcer la pompe d'investissement étranger. Mais Djibouti, à la place du pétrole et du gaz, il faut, ou en tout cas, il a fallu monnayer la place stratégique. Donc, la location des bases militaires sert de caution de garantie aux dettes, en plus du port de Djibouti, qui est l'embouchure de l'Éthiopie. Mais pour que Djibouti soit un émirat, comme le Qatar, il faut que les facteurs démographiques diminuent fortement dans la catégorie des natifs. Ce terme n'existait pas encore il y a 5-10 ans, mais il est de plus en plus utilisé et prononcé par les Djiboutiens. Et chacun interprète à sa manière. Certains pensent en termes de tribus ou ethnies qui seraient les propriétaires du pays. En tout cas, il semble que le régime prépare à l'opinion l'idée de créer une nationalité à des vitesses ou à des étages qui ne serait sans doute pas passé sur l'appartenance tribale ou ethnique, mais plutôt sur la proximité avec la famille régnante. Nous parlons volontiers des familles régnantes comme les systèmes monarchiques, car la gestion du Djibouti ressemble étrangement à la gestion d'une monarchie. Et on dirait en plus que ce n'est pas juste une impression et que c'est déjà dans l'esprit du président Guelleh. On se souvient cette phrase du président: je ne suis pas en train de transformer les pays en émirats, pour répondre à l'opposition qui lui reprochait de s'accaparer les richesses du pays. C'est ce qu'on appelle la parole à dépasser la pensée. Et aujourd'hui, à part un texte, la Constitution, qui peut être modifié à tout instant, la gestion du Djibouti est tout d'un émirat. Mais si les Djiboutiens espèrent vivre comme les Qataris, la réalité serait tout autre, car il n'y aura pas de place, en tout cas, il n'y aurait pas de place pour tout le monde dans ces émirats. La population est trop nombreuse pour des richesses limitées. Dans cette logique, la rente ne sera pas suffisante pour tout le monde. Par conséquent, il semble qu'un certain nombre de choix ont déjà été faits pour que les systèmes politiques et économiques du pays soient entre les mains de la famille, entourée d'un cercle restreint du clan du président. La famille du président représente à elle seule toutes les fractions communautaires du pays, avec des liens de mariage savamment choisis avant d'avoir la caution tribale ou ethnique de chaque communauté. Ces personnes, intégrées dans la famille par les liens du mariage, apportent
la caution tribale et ethnique à la construction d'un éventuel émirat. Pour le reste de la population, une partie devra jouer le rôle des main-d'œuvre étrangers, comme au Qatar, mais ils se feront remplacer petit à petit par les vrais main-d'œuvre étrangers. La main-d'œuvre étrangère est, elle, déjà présente. Ici, vous allez voir les ouvriers indiens qui travaillent pour la société de ciment et là, des Marocains qui travaillent pour la société Somagec. Les conditions de travail des expatriés sont à la limite de l'exploitation. Lors de notre enquête, on nous a signalé la mort d'un expatrié marocain qui travaillait justement pour Somagec. Un autre s'est également brisé le dos et a été rapatrié au Maroc. Il s'appelait Rachid. La personne qui est morte s'appelait Rachid et la personne qui a été rapatriée au Maroc, qui a été blessée, s'appelle Abdallah. S'appelait en tout cas Abdallah. Dans l'image que nous avons vue, les Indiens, les ouvriers indiens, avaient fait un arrêt de travail à cause de leurs conditions de travail très difficiles. On nous parle également de non-paiement des salaires pour ces salariés. Ceci n'est pas très loin de ce qui se passe au Qatar. D'après des témoins anonymes, le peu de Djiboutiens qui travaillent pour Somagec seraient encore pire et subissent un traitement inhumain au niveau de leur travail. Harcèlement, humiliation, orchestré par les directeurs dont voici la photo. Monsieur Ayoub. Nous avons essayé de rentrer en contact avec la société Somagec à Djibouti et au Maroc, mais au moment où nous publions cette enquête, nous n'avons pas eu de retour. Nous allons revenir exactement dans une autre enquête sur cette société et la construction qu'elle est en train de faire à Damerjoug. Et nous espérons avoir les réponses sur ces accusations graves à l'encontre des Djiboutiens, des travailleurs djiboutiens. Mais une question se pose. Pourquoi les Djiboutiens sont plus maltraités même que les expatriés? D'après nos informations, ce directeur n'est pas le seul directeur qui maltraite les salariés djiboutiens. Nous avons beaucoup de remontées sur bon nombre d'entreprises dont les directeurs seraient des étrangers. Donc, on peut supposer qu'il ne s'agit pas vraiment de faits isolés et qu'il y aurait une volonté politique qui conduirait ces directeurs à agir ainsi. On peut même se poser si ces directeurs répondent à des instructions de l'État du Djibouti. Voici quelques questions pour le gouvernement, ou plus exactement pour la famille du président. Pourquoi pousser les Djiboutiens à fuir de leur pays? Y a-t-il un agenda caché pour la construction d'un émirat? C'est la question que beaucoup de Djiboutiens se posent aujourd'hui à Djibouti, surtout pour les travailleurs djiboutiens. Alors, sans aller sur cette hypothèse de transformation de la République en émirat, il y a un constat politique à Djibouti. Le système politique est verrouillé. Le chômage des jeunes et des Djiboutiens explose. Et de l'autre côté, les membres du natif du régime accélèrent le recrutement de main-d'œuvre étrangers. Tout semble indiquer qu'il y a une volonté politique à vider les pays de sa population. Il faut reconnaître que le chômage et la pauvreté ne touchent pratiquement pas la famille. Alors, il semble clair que le chômage ou la pauvreté ne soient pas des facteurs à suivre pour Djibouti et le modèle économique que suit Djibouti, qui est celui du Qatar. Djibouti est de l'autre côté devenu le nouvel Eldorado. On voit l'arrivée de beaucoup d'Africains ou Indiens, alors que de l'autre côté, les Djiboutiens fuient par centaines. Peu de Djiboutiens travaillent encore et ceux qui travaillent occupent des métiers de bas de gamme et sont humiliés à longueur de journée par ces mêmes responsables expatriés qui ont des consignes apparemment très claires de leurs recruteurs. On peut voir dans un certain nombre de forums internationaux qu'il y a des offres d'emploi sur le Fonds souverain à Djibouti ou sur d'autres entreprises qui cherchent des cadres internationaux alors que des Djiboutiens qui ont un certain nombre de niveaux d'études sont trop souvent en chômage, même à Djibouti. Et malgré ces annonces qui indiquent que la priorité serait donnée aux Djiboutiens, la réalité en est tout autre. La priorité est plutôt donnée à des expatriés que les pays, en tout cas que le régime djiboutien,
aimerait utiliser afin de suivre clairement le modèle qatari. Alors, les peu de Djiboutiens qui obtiennent du travail, en tout cas les cadres qui obtiennent du travail, doivent se conformer à suivre les ordres des fils des cadres des régimes ou doivent s'enfuir à leur tour. Le modèle économique et la trajectoire politique de Djibouti s'orientent plus vers un système monarchique des rentes de type émirat qu'une démocratie ou un pays qui suivrait en tout cas le modèle de Singapour. Le bien-être du peuple djiboutien n'est en aucun cas les préoccupations du gouvernement djiboutien. Et cette réalité que beaucoup de Djiboutiens n'arrivent pas à accepter est liée en tout cas au modèle de l'économie de Djibouti. Aujourd'hui, nous clôturons notre enquête sur ce point en espérant que nous nous sommes trompés sur la trajectoire du pays. Et il faut savoir qu'en tout cas, le peuple djiboutien a encore les moyens de changer cette trajectoire à condition qu'il voit les dangers, prend les dispositifs nécessaires et évite d'aller dans le mur comme ça a été prévu avec les modèles, en tout cas préparés par le régime djiboutien. Bonne soirée et à la prochaine.